Le bateau de Caro a une forme de SCO qui est une forme avec beaucoup de stabilité de carène. En fait, on a une carène un peu spécifique qui est à la largeur max au niveau du pont, mais qui ensuite décroît beaucoup pour avoir une carène qui est relativement étroite. Ça reste un SCO. En fait, le SCO, en vue en plan, c'est qu'on n'a plus vraiment d'étrave. On voit que la forme du bateau, elle est très ronde devant. Un bateau, classiquement, c'était pointu. Et si on regarde le bateau vu de profil, on voit que l'étrave aussi se retrouve très haut au-dessus de l'eau. Et l'avant du bateau, c'est une sorte de spatule qui permet au bateau de rebondir un peu sur les vagues et de rester au-dessus des vagues. Moi, on a un bodyboard à voile en fait, Okay. de 6,50 m. Un bodyboard à foil. Alors la conception d'un mini-volant, elle commence par bien identifier les points clés du concept du bateau. Donc quel va être le concept de la carène, des appendices et du fonctionnement, qu'est-ce qu'on veut optimiser, quel type de course, etc. Est-ce que c'était d'avoir un bateau qui puisse voler le plus souvent possible? Et donc en posant ça sur le papier, on arrive à synthétiser, à avoir une meilleure idée globale du bateau. La demande principale, c'est de faire un bateau qui puisse faire un vrai step par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent. Ce que ça change, c'est que quelque part, on défriche avec des bateaux de ce type-là. Jusqu'à présent, il y a eu, à ma connaissance, seulement 2 bateaux sur des concepts de foil un petit peu moins volants. Donc sur un bateau un peu plus skimming. Et voilà, nous, on a cherché à aller un pas plus loin, faire un bateau qui puisse voler dans un peu plus de conditions. Alors une fois qu'on a défini le concept, ça va être de se mettre à dessiner, produire des formes, et puis vérifier que tout ça correspond bien au concept et aux idées qu'on s'est données au début du projet, quoi. Donc assez rapidement, on commence à travailler en 3 dimensions, donc sur des logiciels de 3D, pour avoir une bonne compréhension des volumes et des surfaces, ce qui donne une bonne idée des équilibres, mais aussi une bonne idée de ce que ça va impliquer en termes de construction, de poids, etc. Alors moi j'ai pris en charge les plans de Sam, on a dessiné la structure générale, qui étaient des plans 3D avec des échantillonnages. Et après moi j'ai réalisé tous les plans d'exécution en 2D qui ont été utilisés par les gars pour la construction en fait. Donc il y avait tous les détails, couche par couche, et tous les éclatés des pièces pour expliquer exactement comment on moulait avec la procédure. Après, on a certains détails, par exemple des accostages de certaines pièces ensemble. Souvent j'en discute avec l'équipe, avec des croquis que je fais à la main. Une fois que tout le monde est d'accord sur le principe, sur les lâchers de plis, sur des détails très techniques, après je dessine tout en 2D sur ordinateur avec Rhino 3D. Donc tu as un petit peu de travail de maquettage 3D et il n'y a que la 3D qui te permettra de vraiment vérifier qu'on n'a pas d'erreur. Un logiciel de 3D, c'est de bien imbriquer tous les éléments qui vont rentrer dans le bateau et bien comprendre les interactions potentielles. Et une fois que ce travail est fait en 3D, ensuite on va exporter tous les éléments. Par exemple, un élément plan de structure va être exporté en 2 dimensions pour pouvoir le tracer sur une table, le construire. Elle est essentielle pour bien anticiper toutes les problématiques, à la fois de construction et de vie à bord en plus. Ouais, je t'ai emballé. Je t'ai emballé parce que c'est typiquement le genre de projet que j'avais envie de faire. Voler au large, c'est vraiment tentant, c'est excitant, on a envie de s'approcher de ça. Et il m'était arrivé sur plusieurs projets de m'en rapprocher, mais souvent il y avait des difficultés parce que se lancer un défi comme ça, c'est pas évident. Donc il faut des gens qui soient motivés derrière ça et relativement sûrs de leur choix. Caro, je dirais beaucoup de potentiel, une envie d'aller très loin. La jeunesse et la fougue forcément, donc voilà, il y aura quelque chose qui va arriver, c'est sûr. Benoît, déjà beaucoup plus d'expérience, créatif. C'est un bon tandem, je pense, entre eux deux pour avoir quelque chose qui va performer. C'est important d'avoir 2 personnes un petit peu différentes pour arriver à un projet final qui marche. Et là, c'était le cas avec Caroline et Benoît. Ils savaient qu'ils voulaient faire ça, donc
Il n'y a pas eu besoin de les convaincre et ça c'était génial parce que jusqu'à présent c'était plutôt l'inverse en fait. Il m'arrivait plusieurs fois de dire bon bah il y a ce truc là qui pourrait être intéressant à développer et à chaque fois il y avait une barrière. Alors aujourd'hui dans la course au large et les bateaux qui volent, il y a des multicoques, donc, en particulier les ultimes. Donc là on est vraiment à un bout du spectre, on est sur des bateaux qui sont immenses, bourrés de technologie, avec beaucoup de moyens de développement, etc. Le 650 c'est l'autre côté du spectre. Ce sont des bateaux très petits. Les contraintes, c'est les contraintes de jauge. C'est les seules qu'on s'est fixées finalement. Il y avait la jauge 650 qui est assez complexe parce qu'il faut que les foils puissent se rétracter dans la largeur du bateau. Et ça, mine de rien, ça a été une grosse complexité du projet. En fait, ce que dit la jauge, c'est que le bateau il doit rentrer dans une largeur de 3 mètres quand on est au port jusqu'au passage de la ligne de départ. Et après ça, on a le droit de sortir les foils et de sortir du cadre jusqu'à une distance normée, quoi, de 6,10 m. La stabilité en vol, elle est très liée à la rondure du foil. La rondure, c'est la forme du foil vue de l'arrière. On voit qu'il a cette forme-là, qui est une forme un petit peu en V. Lorsqu'il est totalement immergé, il y a toute la surface, ça produit beaucoup de lift. Et si le bateau se met à monter au-dessus de l'eau, il y a une partie du foil qui va sortir de l'eau et la partie qui sera sous le foil qui va porter le bateau va diminuer. Donc ça diminue pas mal sa surface portante. Donc ça auto-stabilise la poussée du foil en fonction de la hauteur. Après on a aussi les safrans en T avec cet élévateur qui est comme sur un avion. Qui joue le même rôle et qui va aider dans la stabilité du bateau. Et puis il y a aussi un effet qui est lié à l'angulation de la quille qui aide aussi un petit peu à la stabilité dynamique. Et c'est la combinaison principalement de ces trois facteurs qui rend le bateau plus ou moins stable. Donc il faut réussir à être malin, inventif et avoir des solutions pratiques. Alors en grande partie c'est Sam qui a donné les échantillonnages principaux. Sur un mini transat on va chercher la performance et le poids absolument. Donc on essaye de réduire les matériaux au maximum et on va chercher les matériaux les plus performants. Avec les ouvriers on a décidé exactement quel tissu on allait utiliser parce que sur un 300 grammes il y a quelques variances en fonction des fournisseurs. On a différentes drapabilités. Après on va utiliser de la fibre de carbone. On va choisir des constructions sous vide d'air qui vont permettre de réduire au maximum la quantité de résine. Après on utilise une âme en mousse, donc c'est des mousses polymères à haute densité qu'on forme pour donner l'épaisseur de la coque. Et après on utilise une résine pour coller tout ça ensemble, une résine type époxy. Donc sur ce bateau, on a cherché aussi à concilier l'efficacité du skipper pour utiliser le bateau au meilleur de son potentiel. Et ce bateau est un petit peu différent des autres dans le sens où il a un cockpit qui est très profond. On a aussi simplifié une bonne partie du plan de pont. On a réduit le nombre de winches pour essayer d'avoir un bateau le plus léger possible. Et l'ergonomie, je trouve, est vachement agréable. Alors sur des projets d'archi, le timing, c'est ça qui drive tout finalement. Alors au début du projet, on avait une réunion toutes les semaines avec l'équipe de construction. Je faisais un tableau avec les missions de ce qu'ils devaient réaliser dans chaque journée et on mettait ça à jour chaque semaine en fonction de ce qui avait été réalisé ou les retards qu'on avait pris. Après, je vous cacherai pas que la fin du projet, ça a été un peu dans le rush comme tous les projets. On a pris l'option basket à courir partout. On a construit le bateau en un temps record, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec 4 vrais professionnels à construire chaque pièce et ils ont fait des semaines XXL et du coup, on a pu réaliser ça en 4 mois. Sachant que le bateau, en 4 mois, n'était pas optimisé. Il était prêt à être lancé, mais il était encore loin d'être fini. Je me souviens que moi, j'ai dessiné tout le système de foil, de remontée de foil quand j'étais en vacances. Donc j'ai tout envoyé au fournisseur qui a usiné toutes les pièces. Et quand c'est arrivé, on était comme des enfants, on avait toutes les pièces. Et là, il y avait une pièce qui est normalement une cale en plastique. Et là, elle était en inox. C'était hyper lourd, on a tous été surpris. Et je me disais qu'on était les premières équipes à avoir une cale indestructible. Et du coup, on était obligé de les refaire en urgence 15 jours avant le lancement du bateau. Et ça nous a mis un petit peu en stress. En fait, au tout début de ma carrière, j'ai fait architecture navale et après ingénieur en calcul de structure. Donc j'ai fait beaucoup de plans et j'ai toujours aimé beaucoup construire. Et en fait, naturellement, j'ai trouvé ma place entre l'architecte qui fait vraiment les formes et éventuellement le calcul de structure et celui qui construit. J'arrive à parler tous les langages de chacun et voilà, j'arrive à faire en sorte que tout le monde se discute et surtout que tout le monde se comprenne.